Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez fait des rêves de théâtre sous le soleil de Nice avant de les concrétiser sous des projecteurs beaucoup moins naturels. Vous avez touché à tous les genres, du classique en passant par le polar et la comédie musicale, et cela sans jamais la moindre fausse note. Bonjour Dominique Guillot. Bonjour Jacques. Alors, on vous connaît à la télévision, notamment grâce à des séries comme La Crime ou Demain nous appartient et quelques autres, mais vous avez un parcours tout à fait étonnant, et le principe des clés d'une vie étant de le raconter, on va l'évoquer aujourd'hui à travers des clés, à l'occasion d'une comédie musicale que vous mettez en scène, assez étonnante aussi, qu'on évoquera tout à l'heure. Alors, la première date que j'ai trouvée ne vous concerne pas directement, je vous rassure, mais elle est importante dans votre parcours. C'est le 9 septembre 1668. Ce jour-là, la pièce L'Avare est créée au théâtre du Palais Royal. Et l'Avare, ça a été très important dans votre vie. Oui, ça a été 1000 fois plus important que le reste. C'est là-dessus que vous voulez m'amener. Oui. En effet, c'est le rôle de Cléante. Je l'ai joué à cette époque-là. J'étais jeune premier, en fin d'apprentissage chez Florent, je pense, et je l'ai joué sur 1, 2, 3 productions jusqu'à ma dernière, qui était la 1000e. Mais 1000 fois l'Avare, c'est étonnant. Oui, alors divisé par 3 mises en scène, pourquoi pas. Et puis, franchement, je vous avoue que c'est pas parce que vous avez un comédien qui vous parle en face de vous et qui ne pourrait pas dire le contraire, mais vraiment Molière souffre qu'on le joue sans cesse, sans s'y ennuyer. Vraiment, c'est vraiment une partition tellement musicale et qui appelle tellement notre engagement immédiat de chaque moment qu'on ne s'ennuie jamais. Surtout que 3 metteurs en scène différents, ça doit être 3 visions différentes de l'Avare. Et bien évidemment. Et bien évidemment, cette fameuse langue dont on vient de parler, plus une vision, en effet, avec une obligation, entre guillemets, de donner une autre image au spectacle. Passionnant. Il faut savoir que l'Avare est né parce que Molière avait quelques soucis avec ses créanciers, et après le succès d'Amphitryon, il a écrit l'Avare. Absolument, absolument. Alors, vous avez joué cette pièce pour la première fois, la première enseignement, Dominique Guillot, en 1989, au Théâtre Régional des Pays de la Loire, oui, qui était à Cholet, je crois. Oui, donc il était à Angers. Le centre était à Angers, et ça permet de rendre un très joli hommage à Jean Guichard, qui était un merveilleux comédien et un merveilleux metteur en scène, avec qui j'avais travaillé sur ce spectacle. Il était un harpagon, un des 3 harpagons, certainement le plus impressionnant que j'ai eu, et c'était une très très belle rencontre. Oui, les théâtres régionaux des Pays de la Loire. Oui, ce sont des théâtres qu'on n'imagine pas aujourd'hui, où il y a une vie culturelle importante. Une énorme vie, vraiment. Beaucoup de créations, beaucoup d'accueil, mais beaucoup de créations, oui, vraiment. Alors, il se trouve aussi que Molière, c'est effectivement l'idéal pour apprendre son métier, du côté de la Loire, mais vous êtes né beaucoup plus bas, vous êtes né à Aubenas, dans l'Ardèche. Oui, je suis né dans l'Ardèche. Alors, j'ai pas gardé grand-chose d'éducation, car je l'ai quitté à l'âge de 3 ans. On en garde peu de choses. Pourtant, c'est fou, il y a quelque chose de... Alors, c'était un peu via Jean Ferrat, etc., qui était un Ardéchois aussi. Je sens quelque chose de là-bas. Cette campagne peut-être si naturelle, oui. D'ailleurs, il est décédé à l'hôpital d'Aubenas. Oui, absolument. Alors, je veux pas dire de bêtises en disant qu'il est né en Ardèche, peut-être pas, mais en tout cas, ça a été un porte-étendard de l'Ardèche et de la belle Ardèche, comme étant représentative de la nature pure et de l'anti-développement, anti-mondialisation, comme s'il avait connu ça à cette époque-là. L'Ardèche était vraiment le drapeau de ce combat et cette revendication poétique en plus. Oui. Oh oui, très. En fait, il vivait, Jean Ferrat, dans la région parisienne. Il part en vacances quelques semaines dans l'Ardèche. Il découvre Entraigues, la montagne. Il va en faire une chanson. Et c'est comme ça qu'il est resté. Bien sûr. C'était pas prévu du tout au départ. Bien. Elle est donc tous visités Entraigues, en fait. C'est très, très beau. Oui, vraiment. Alors, ce qui est étonnant, Dominique Guillot, c'est que vos parents n'ont rien à voir avec cet univers. Je crois que votre père est médecin biologiste. Absolument. Et une mère enseignante. Absolument. Oui. Et une mère enseignante dans un collège où vous avez été. Et où j'ai été son élève, oui, absolument. Et alors au collège, ça a été très compliqué. Moi, je voulais absolument avoir ma mère comme prof. Je m'entendais tellement bien avec ma mère. Et puis, en effet, il a été question que ce ne soit pas le cas du tout. On a insisté tous les deux. Ma mère m'a dit, écoute, le principal m'a accordé que tu le fasses. La seule condition, c'est que tu m'appelles Madame Guillot et que tu me vouvoies, ce que j'ai fait, en effet, les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours. Alors, il faut savoir que ce collège est quand même lié à un mauvais souvenir qu'une chanson évoque. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La chanson de Joe Dassin,
26 boulangères ont assuré que c'était elle la boulangère, alors que c'est totalement faux. Mais vous, c'est lié à un souvenir, car je crois que vous avez volé des petits pains au chocolat. Ah, c'est fou. Oui, en effet, c'est incroyable. Je reparlais avec mon ami d'enfance il y a quelques jours. C'était les personnes qui nous vendaient le pain au chocolat à la récréation. Et ce jour-là, j'avais pas, je sais pas, le 1,50 franc qu'il fallait pour... Et j'ai profité qu'ils aient tourné le dos. Quelle horreur. Des gens adorables, merveilleux, dont on se souvient encore le nom, avec mon ami d'enfance 40 ans après. Donc, comme quoi, on les respectait quand même. Mais c'était des enfantillages. Oui, vous n'avez pas eu d'ennui au collège après? Non, puis j'ai pas volé d'autres choses. Alors, en effet, il n'y a pas de proverbe qui vole un pain au chocolat vole. Ça doit être pour ça. Voilà. Mais en même temps, bon, vous étiez bon en français, mais les autres matières, c'était pas ça, à commencer par le sport. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait. Je m'en suis rendu compte après, et ça s'étend jusqu'au bac. Je crois que je suis pratiquement jamais allé au sport. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et à commencer par le collège, dans lequel ma mère était en effet enseignante, je ne sais pas comment j'ai réussi à m'échapper. Je n'ai pratiquement aucun souvenir de cours de sport. Je les ai... On vous a jamais cherché? On a dû me chercher, je devais venir, repartir. C'est vrai que c'est incroyable. Je souffrais beaucoup à l'idée d'y aller, d'y être. Je n'aimais pas ce moment. Je pense que... Je ne sais pas. Est-ce que c'était... Je l'ai pas encore analysé. C'était peut-être... Alors, en effet, c'est très physique, hein, c'était sport. Donc, est-ce que c'est cette chose physique entre nous qui me plaisait pas? Il se trouve que j'ai jamais après fait de sport d'équipe, ni même de sport en solitaire. Donc, il y a quelque chose dans le sport qui m'interpelle pas, je pense. Oui, mais quand on est acteur, il faut être sportif. En même temps, on court sur scène. Oui, c'est vrai. Il faut être... Alors, je sais pas si c'est sportif, mais il faut être en tout cas bien... Il faut être bien avec son corps. Il faut l'écouter, il faut faire très attention. C'est un instrument. C'est un des seuls métiers, avec la danse, bien sûr, mais dans lequel nous sommes et l'instrument et l'interprète. Donc, il faut que l'instrument soit en bon état et l'interprète pour pouvoir jouer dessus, oui. Alors, vos débuts à la scène, Dominique Guillot, et votre découverte du théâtre, je crois que ça se passe au Palais des Congrès de Juan-les-Pins à la fin d'une année scolaire. Mon Dieu, mais j'espère que vous ferez mon oraison, parce que c'est... Qui serait mieux que vous? Oui, c'était en effet... je devais avoir 13 ans, je pense, j'avais 13 ans, et c'était à l'issue de 1 an ou 2 de cours d'art dramatique en option scolaire. Non, même pas en option, c'était d'un divertissement choisi qui était proposé par le collège, et puis on a présenté cette pièce avec l'amie d'enfance dont je viens de vous parler, qui s'appelle Isabelle et qui était un agent artistique et j'ai eu ce coup de foudre. Je m'en souviens encore aujourd'hui, vraiment. Je me souviens du gros plan que j'ai fait, du gros plan imaginaire, hein, puisqu'on fait des gros plans que dans sa tête, du rideau qui s'ouvre sur la salle, alors qu'on était installés, Isabelle et moi, sur 2 chaises avant que le spectacle commence. Quand il s'est ouvert, je me suis dit, avant de dire le premier mot, oh, je veux faire ça. Tout de suite? Immédiatement. Et je m'en souviens maintenant comme si c'était vraiment avant-hier. Et vous vous souvenez du spectacle que c'était? Oui, c'était Fils de personne de Monterland. Voilà. Ouais. Alors, il se trouve ensuite que vous décidez d'entrer au Conservatoire de Nice, mais il y a un problème. Vous avez 13 ans, alors que l'âge minimal pour entrer, c'est 14 ans, Dominique Guillot. Oui, absolument. J'ai eu de la chance, là aussi, je suis rentré sur dispense. Et ma maman m'a beaucoup aidé. Elle m'a dit, tu ne peux pas rentrer, c'est 14 ans. Et j'ai voulu voir le directeur avec maman. Elle m'a amené dans son bureau. Je suis monté sur le bureau du directeur et je lui ai raconté, comme dirait Jean-Laurent Cochet, dit une fable de La Fontaine, extrêmement convaincu, et il m'a laissé entrer à 13 ans et demi au Conservatoire national de région de Nice, oui. Et je crois qu'à 16 ans, vous avez eu un premier prix. Donc j'avais terminé mon cursus à 16 ans, ça devenait donc une très très bonne nouvelle, et puis en même temps un très gros problème, vous vous en doutez, pour la suite. À 16 ans et 3 mois... bloqué entre guillemets dans le parcours qui était incandescent, et au bout de 2 ans, 3 ans, que faire? Oui, mais surtout que c'est assez rare. Votre mère avait dit ok, fais ce que tu aimes. En général, les parents disent passe ton bac d'abord et on verra ensuite. On a eu de la chance, beaucoup de chance, et en effet, je pense que le trio dont vous parlez s'explique aussi et s'équilibre avec le quatuor que nous étions, avec ma grande sœur Véronique qui a 4 ans et demi de plus que moi et qui est concertiste et qui était pianiste. Donc elle a ouvert la voie déjà de quelque chose qui n'était pas du tout dans leur parcours à eux, à mes parents. Elle a ouvert une voie artistique. C'est le piano qui est rentré chez nous très jeune par ma sœur Véronique. Ça a ouvert la voie de tout, en fait, après, de toutes acceptations pour aller vers le bien et l'accomplissement vraiment de ce qu'on voulait vraiment faire. Et l'une
et l'autre que j'étais. Voilà, et donc vous allez à Paris, vous tentez votre chance, c'est le cours de Jean-Laurent Cochet qui est très dur, et le cours Florent. Exactement. Cours Jean-Laurent Cochet d'abord. J'y suis resté longtemps, je devais y rester quelques mois, peut-être 1 an ou 2 ans. J'y suis resté 4 ans et demi. Je suis vraiment tombé amoureux. J'ai senti l'indispensabilité de cet enseignement. Et, il dispensait, au-delà d'un cours, quelque chose de très... d'abord de très averti. C'est la personne certainement la plus cultivée de théâtre, j'entends, mais certainement de beaucoup d'art que j'ai croisé dans ma vie et qui se servait de l'évidence que lui faisait l'art en lui pour en faire un enseignement. C'était à la fois précis et pas précis. Pour ceux qui le défendent, ils savent que c'était pas si précis que ça. Et puis pour les personnes qui n'ont pas toujours sinon apprécié, du moins validé l'enseignement de Jean-Laurent Cochet, c'était vraiment trop sérieux, trop strict. Mais je pense que on fait pas de maison, même la maison dansante de Prague, ou je dirais pas la Tour de Pise parce que c'était pas prévu, mais en tout cas sans belle fondation. Voilà, ça c'était vos fondations. Oui. Ensuite, il y a eu le côté artiste, et ça on va l'évoquer à travers une autre date, le 1er mars 1999. À tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Guillot. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Dominique Guillot. Nous parlerons tout à l'heure d'Edwig and the Hungry Inch. Pardon pour la prononciation. Non, on en parlera. Voilà. On revient à votre parcours. Donc, effectivement, on a évoqué vos débuts à Nice, votre arrivée à Paris au cours Florent. Et il y a une date importante dans votre parcours, c'est le 1er mars 1999. C'est le début d'une comédie musicale adaptée d'un album de Herbert Pagani. Le plus beau couple du monde vous dit salut messieurs, dames. Ne nous faites pas de réclame, non, ça nous causerait La cuisine, le ménage et l'amour dans Mégalopolis, premier album d'Herbert Pagani. Moi, j'ai rencontré Herbert Pagani à cette époque-là. J'étais un fan absolu, on était beaucoup. Il a disparu trop tôt. Et vous vous êtes retrouvé, vous, à la tête de cette comédie musicale, tête d'affiche. Ah oui, quelle chance, vraiment. C'est un. Alors je ne le connaissais pas non plus. Et c'est vrai que je l'ai découvert grâce au producteur qui m'avait proposé ce spectacle. Et j'ai passé une audition pour ce spectacle tout à fait naïvement, comme ça, et il cherchait, je crois, un des rôles secondaires. Ils m'ont appelé le soir et ils m'ont dit tu es choisi à l'unanimité et pour le rôle principal, en fait. Donc j'ai lu cette vision de Pagani qui était extraordinaire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Mégalopolis ou l'œuvre visionnaire de Pagani. En effet, c'est passionnant et musicalement c'était très beau aussi. Et on s'est beaucoup amusé. Voilà. Beaucoup. Il se trouve que Herbert Pagani était peintre, sculpteur, Oui. comédien, chanteur, et il avait débuté grâce à Brel. Il avait écrit une lettre à Brel qui n'était jamais parvenue, mais sa femme l'avait fait parvenir à Jacques Brel, et il a pu commencer comme ça dans ce métier-là, Ah, super. et faire une carrière trop courte puisqu'il est mort, je crois, à 44 ans d'une leucémie. Oui. Mais en même temps, ce Mégalopolis, quand on voit cette comédie musicale, c'est l'ancêtre de Starmania. Complètement. Et c'est vrai qu'on traitait des mêmes sujets, c'était représenté, non pas de la même façon, parce que il n'y avait pas... Starmania avait quelque chose de plus, et qui a une cohérence évidente en connaissant les deux interprètes, si tant est qu'on connaît un peu l'interprète qui était Pagani, à savoir un homme avec une très jolie voix, chaleureuse à la Fugain, c'est-à-dire c'est pas du bel canto non plus. Ce qui a inspiré Michel Berger, c'était des Fabienne Thibault, c'était des France Gall, etc. Donc là, il s'est amusé, et on part en effet dans des musiques qui étaient plus... Alors, aussi peut-être un tout petit peu plus disco, peut-être, et encore, mais surtout plus forte, plus musicalisée, en tout cas. Oui, mais en même temps, c'était une comédie musicale sur l'écologie avant la lettre et sur le monde de demain, Oui. qui ressemblait à celui de Starmania. Oui, complètement. Alors, il se trouve que vous jouez Dominique Guillot avec Francis Lalanne, Oui. ce qui ne devait pas être simple tous les soirs. On le sait, alors vraiment, c'est un artiste écorché. Quand on parle des fameux misérables, on parle de ceux qui sont incompris et souvent dans leur art. Je pense que Francis, maintenant, on est vieux tous les deux, et lui et moi, et je peux me permettre de commencer à penser que oui, il a certainement
d'une évidence incontestable, quelque chose en lui qui croit qu'il n'a pas été compris, et ça doit être très dur à vivre. Oui. Et pour ça, je suis très tolérant. J'ai toujours été très tolérant des gens qui souffrent dans ce métier d'un problème d'expression. Et j'ai même été, et c'est pas du tout un rapport de cause à effet, je ne l'attribue pas du tout à Francis, c'est loin de là. J'ai même toujours été, vous savez, ces comédiens dont on dit, oh, il est un peu aigri, elle est un peu aigrie. J'ai beaucoup de peine pour ces gens-là. Parce qu'être aigri, ce n'est qu'une conséquence. Alors oui, ça mord un peu, hein, mais leurs conséquences, nous, ça nous mord un peu. Bon, c'est pas très agréable. Oh, il est aigri. Eux, c'est plus grave. La source est plus lourde. Voilà, mais en même temps, Francis Lalanne travaillait tous les soirs avec lui, c'était déjà pas facile. C'est pratiquement impossible aujourd'hui, mais c'était pas facile. Oui, non, c'était pas toujours facile, parce que c'était quelqu'un qui vivait vraiment, qui arrivait au théâtre le soir avec toute sa journée émotionnelle en lui, bouillonnante, une journée à laquelle il ne trouvait pas de réponse, et pour laquelle il en cherchait tout le temps, trop, et qui fait que, en effet, il était celui-là tous les soirs, donc c'était très irrégulier, bien sûr, mais je pense que pour cet adjectif-là, c'est pas sur cet adjectif-là qu'il m'appellerait en me disant « Qu'as-tu osé dire ?» Je pense qu'il dirait « En effet, oui, j'espère bien. » Alors, il se trouve que vos débuts dans la chanson, je crois que c'est à la fin du cours Florent, Poil de carotte, que vous avez adapté, qui était votre livre préféré, Dominique Guillot. Oui, c'est vrai, c'est fou, et je me suis rendu compte que c'était pour l'atelier de fin d'année du cours Florent. À l'époque, on présentait un spectacle dans lequel on jouait ou pas, mais en tout cas qu'on avait sinon écrit, du moins mis en scène, et j'avais choisi d'adapter Poil de carotte, qu'en effet que j'adorais, et je lisais beaucoup à ce moment-là. Poil de carotte, bien sûr, mais le journal de Jules Renard, enfin bon, qui est un bijou, et j'ai eu cette idée d'un coup de l'adapter en... Alors, on dit comédie musicale, ça a dû traîner, mais en fin de compte, c'était presque une opérette, parce que c'était entièrement sur des airs d'Offenbach. Voilà. Exclusivement. Et il se trouve que Poil de carotte, au départ, ce sont 48 nouvelles pour des journaux, qu'il a ensuite réunies en livre, sans imaginer que ce serait un classique. Exactement. Alors, il se trouve aussi que la chanson, ça vous a marqué. Vous avez interprété un jour au Théâtre des Champs-Élysées Félix Leclerc, Dominique Guillot. Pourquoi ? Oui, c'est une envie que j'avais grâce à mon grand-père qui écoutait ce disque chez lui. Il avait un tourne-disque qui me plaisait beaucoup, qui était un très vieux meuble je pense, des années 50-55 de chez La Voix de son maître. Je pense pas que je fasse une publicité aujourd'hui en citant cette marque-là, sur pied, quelque chose, un très bel objet en bois, en acajou, et il n'avait qu'un seul grand album, un seul 33 tours. Il y avait plein de petits 45, mais un seul 33 tours, et c'était un 33 tours de Félix Leclerc. Donc quand je venais chez lui, à chaque fois que je venais chez lui, je voulais que ce tourne-disque tourne, et pour ça, je m'écoutais du Félix Leclerc. Voilà. Et Félix Leclerc, qui ne voulait pas venir à Paris au départ, quand Jacques Canetti est allé le chercher en 1950, il disait, mais la France, c'est très très loin. Pour un Québécois, à l'époque, c'était le bout du monde. Il est venu au Théâtre des Trois Baudets, il a fait une grande carrière, il est devenu ami avec Raymond DeVos, qu'il a suivi jusqu'au bout. Et si Raymond DeVos a fait une fondation, c'est grâce à la fondation Félix Leclerc à Québec. Oh, d'accord, magnifique. Alors, quelle belle personne, hein, on parle de gens... De haut niveau. Oui. Et alors, la comédie musicale, je crois que votre découverte de la comédie musicale, c'est Cats aussi, Dominique Guillot. Ah oui, et franchement, ça date de 2010, je pense, c'est un moment avant que je monte ma première comédie musicale. Je vous laisserai en parler à Paris, et j'ai découvert plusieurs spectacles à ce moment-là, et c'est vrai que Cats m'a quand même vraiment profondément étonné, quoi. C'est à tout niveau, on est vraiment transporté. Je crois que j'ai aimé l'objet, l'outil comédie musicale pour transmettre quelque chose comme étant vraiment possiblement parfait, étant un art en lui tout seul, en regardant Cats, en découvrant Cats. Et Cats, c'est ce qui a permis à David McIntosh de gagner son premier combat. Il a ensuite, il a monté Les Misérables, mais il a aussi monté Le Fantôme de l'Opéra et Avenue Q en Angleterre. Avenue Q que vous avez monté en France et qui a été un véritable événement, car c'était une comédie musicale avec des marionnettes. Oui, exactement, les marionnettes et des humains. C'était comme un grand Muppet Show, et avec donc en grandeur nature, avec ça s'appelait Avenue Q. Il y avait donc une avenue en grandeur nature aussi sur la scène, avec en effet des marionnettes animées par des humains visibles, et qui leur faisaient dire tout ce qu'on n'ose pas dire en général. Oui, et d'ailleurs Bruno Gassio avait adapté en français le texte.
J'avais pas choisi l'auteur par hasard. Voilà. Et ça s'appelait l'avenue Q parce que les avenues A, B, C, D, etc. étaient trop chères. Exactement, avenue Q, plus on s'éloigne, en fin de compte, le Q, évidemment, éloigne, sous-entend qu'on est très très loin. Voilà. Chez nous, c'est mal tombé. Voilà. Ça s'est appelé avenue Q, on a réfléchi longtemps si on changeait, et puis, en effet, c'était presque une marque avenue Q à Broadway, Oui, donc on a essayé de ne pas le changer. Oui, mais en même temps, ça a dû faire un peu scandale. On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a un peu surfé dessus, parce qu'en effet, il y a aussi un peu de... Et il faut dire, c'est le terme, il y a aussi un peu de cul dans ce spectacle. Voilà. Donc, finalement, c'était un tout petit peu corrélatif, oui. Et d'ailleurs, c'était une parodie d'une émission américaine qui s'appelle Un rue Sésame. Exactement. Une émission éducative pour les enfants, oui. Les tout petits, les 0 à 6 ans. Et en effet, ce qui était drôle, c'est de retrouver les mêmes codes éducatifs en disant non, les enfants, en fin de compte, la vie, c'est pas ça, du tout. Et ces mêmes marionnettes, alors, c'est pas exactement les mêmes, elles sont évidemment toutes très inspirées et intelligemment inspirées. Elles contredisent, en fait, et elles ouvrent la voie à la contradiction, à la réflexion personnelle. Il faut savoir qu'Un rue Sésame est venu en France et c'était trop court pour une émission du mercredi après-midi. Donc Christophe Izard, le producteur, a ajouté un autre dessin animé qui est devenu Casimir. Oh mon Dieu, quelle chance. C'est comme ça que c'est né. Quelle chance j'ai eu alors. Ça a été 2 ans de travail quand même, Avenue Q. Oh oui, c'est un très gros travail. Oui, au moins 2 ans de travail. Pourquoi? Est-ce qu'il fallait tout préparer, il fallait être méticuleux? Il fallait d'abord, bien sûr, déjà faire l'adaptation avec Bruno, et Bruno a pris le temps de le faire et c'était très bien, mais il fallait aussi faire un très gros casting, il y avait beaucoup de gens sur scène, donc très grosse audition pendant 4 mois, rien que pour les auditions, et beaucoup de répétitions, et apprendre à tous ces acteurs de manipuler la marionnette, tout ça en chantant beaucoup, en jouant la comédie. J'ai eu un casting merveilleux. Et ça a marché pendant 5 mois, Bobby? Oui, ça a très bien marché. Je me souviens de la joie du public le premier soir, ce qui est toujours mon premier cadeau à chaque mise en scène. Je regarde vraiment les gens. Alors ça, c'est le travail mise en scène, mais il y a aussi d'autres choses et on va évoquer aussi une date clé de votre parcours, le 11 juin 1999. À tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Guillot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dominique Guillot. Nous parlerons tout à l'heure d'Edwig and the Hungry Inch. Mon anglais est absolument nul, mais on se débrouillera quand même. Une comédie musicale que vous montez à la Scala, que vous mettez en scène à la Scala. On a évoqué vos débuts à Nice, vos débuts à Paris avec la comédie musicale. Et puis, il y a une date très importante, le 11 juin 1999. Écoutez. Je ne sais pas si vous êtes lieutenant ou capitaine, comment il faut vous appeler, mais vous êtes Alexandre Siskowski, dit Sisko, dans La Crime. Et ça a été une aventure incroyable. Aventure incroyable que je dois entièrement à son créateur et réalisateur Miguel Courtois, qui à ce moment-là a beaucoup insisté parce que à ce moment-là, on se disait tous les séries policières, c'est pas terrible en France, etc. Et en fait, les séries policières, en effet, on avait encore les vieilles séries policières en tête. Et puis Miguel Courtois est arrivé avec une idée très moderne. Et il insistait un petit peu, c'est vrai, pour que je le fasse. Et tellement merci. Parce que vous ne vouliez pas au départ faire ce genre de série, Dominique? J'avais peur de faire une série tout court, en fait. Parce que j'avais commencé par un téléfilm, un unitaire, ce qu'on appelait à l'époque. Et puis j'ai eu beaucoup de chance, cet unitaire. Et c'était en 93. Il avait cet unitaire, c'était le rôle principal. J'ai eu beaucoup de chance. C'était le rêve d'Esther. C'était le don. Et c'était le rêve d'Esther était juste après. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Et en effet, après, voilà, le rêve d'Esther, c'était très beaux unitaires. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait des très belles fictions, comme Les Moissons de l'Océan, etc. Et quand on m'a proposé une série, ça veut dire on s'arrête plus. Nous, on voyait à ce moment-là, nos séries, c'était Julie Lescaut, Navarro, etc. On n'avait pas Cordier. On regardait, on savait, on allait faire des guests dedans, ce que je faisais, c'est-à-dire un guest principal, le tueur ou la victime. Et c'était très amusant à faire, mais on avait peur de s'enfermer, entre guillemets. Je vous dis ça avec la mémoire de ce qu'on se disait à l'époque. On avait peur de se trouver menotté dans une série. Alors c'était peut-être le cas pour certains, peut-être que certains se sont menottés ou non, mais en effet, quand le projet était beau comme celui-ci, et comme il l'a vendu à ses acteurs, et comme il a assuré, comme il a tenu parole, mais quelle chance qu'on ait tous fait cette série, La Crime, oui. La Crime, au départ, c'est la continuité des Brigades du Tigre dans la réalité. C'est-à-dire qu'elle vient ensuite la Brigade spéciale criminelle, la Brigade criminelle, et le 22 août 1944, on l'appelle La Crime pour éviter de la confondre avec les Brigades spéciales des renseignements généraux.
Ah, d'accord, d'accord. C'était un retour de guerre. Ah, donc vous êtes arrivé là-dedans avec un rôle de lieutenant, oui, sans imaginer que ça allait durer 9 saisons. Exactement. Bien sûr que non. On l'a fait une saison et puis en effet ça a tellement été beau et aimé qu'en effet les saisons se sont enchaînées et on en a fait 9, oui. Oui, parce qu'au début ça a commencé doucement, il y avait Drôle de zapping la première fois en face de vous, qui avait fait un carton, vous étiez deuxième et puis petit à petit c'est monté. Parce que la série, je peux le dire maintenant sans faire de la contre-publicité, parce que ceux qui la connaissent et ceux qui ne l'aiment pas ne la regarderont plus maintenant, mais à l'époque on disait, pour ceux qui ne l'aimaient pas, c'est la série qui donne le mal de mer. En fait la caméra bougeait beaucoup, elle était très mobile, c'était une caméra un peu à l'américaine qui était un peu inspirée de NYPD Blue qui passait à ces années-là, en fin de compte. Ça ressemblait beaucoup à NYPD Blue. Donc une caméra très mobile, qui allait chercher les actions, qui allait chercher les sentiments, les regards, etc., qui donnait cet aspect policier un peu plus voyeur, un peu plus accidenté. Tout le monde n'appréciait pas ça. Donc on a mis du temps. Oui, mais en même temps, c'était des enquêtes très poussées. Oui, elles étaient très poussées. J'en parlais il n'y a pas longtemps. Je viens de finir il y a 2 jours un tournage pour TF1 en réalisateur et on avait un problème de montre-t-on le sang, ne montre-t-on pas le sang. Et aujourd'hui, on a plus de mal à montrer des choses un peu violentes. Alors, il y a certainement des raisons dont je n'ouvrirai certainement pas le débat. J'en ai pas les éléments, mais artistiquement, c'est vrai qu'on est beaucoup plus limité. On allait très très loin à ce moment-là. Dans la crime, on allait très très loin, des enquêtes très poussées, des meurtres très poussés, des images poussées, oui. Et puis ce qui sauvait le truc, c'était que l'équipe était soudée. Oui, c'était vraiment une équipe de 5 et elle avait pour, entre autres, charte, cette série, c'est qu'il n'y avait pas une image dans la série dans laquelle il n'y avait pas au moins l'un de nous. Voilà. Et il n'y avait pas de star non plus. Et pas de star, exactement. Et on avait une histoire, on suivait cette histoire par nous, par les flics. C'était très intéressant. Et puis petit à petit, au fil des saisons, vous êtes monté en grade, vous étiez lieutenant, vous êtes devenu capitaine. Je suis devenu capitaine, en effet, à un moment où, en effet, la production a tourné, la distribution a tourné. On est passé, on a accueilli Isabelle Otero, on a quitté Clotilde de Bézère de la Comédie Française, qui jouait notre première commandante. C'était juste extraordinaire, une actrice fabuleuse. On a accueilli Claire Nebou. Donc on a un peu changé dans nos... Oui, et puis vous avez pris un an de battement comme restaurateur pour une raison très précise, en apparaissant que dans une scène dans chaque épisode. Absolument. Et vous savez pourquoi? Allez-y, parce que vous avez réalisé la saison. J'ai osé demander, en effet, sur ce projet-là, après beaucoup de tournages, comme on vient de l'évoquer, pour le coup... j'avais une certaine notion technique et puis artistique de l'ensemble, et j'avais un certain fantasme, quoi, de mettre en image tout ça. J'ai osé le demander et ça s'est par chance produit. Le producteur a dit oui. La direction de la fiction, à ce moment-là, a dit oui aussi. Laurence Bachmann a dit oui à la fiction. Et je me suis par chance retrouvé réalisateur pour ma première réalisation. Voilà. Mais il fallait quand même jouer quelques scènes dedans. Donc, en effet, on a décidé que ce flic prenait l'année sabbatique de flic et qu'il tiendrait le restaurant d'à côté où les flics viendraient se débriefer 1 à 2 fois par épisode, ce qui me permettait de faire 2 petites apparitions dans mon propre film. Franchement, c'était extraordinaire. Voilà. Et vous avez donné à cette série une dimension cinématographique qui a encore fait progresser l'audience. Oui, j'ai vraiment... je me suis un peu plus battu. Miguel, déjà, Courtois s'était battu comme toute petite révolution artistique. On se bat toujours un petit peu parce que les choses font peur et l'inconnu fait toujours un peu peur à certains. Donc, et j'ai voulu encore aller plus loin encore et j'avais certainement cette envie de faire du cinéma à ce moment-là. Et je me suis dit, je pense que chaque film vraiment peut être un vrai film. Donc je l'ai... Oui, rendu plus cinéma encore, c'est-à-dire moins accessible tout le temps, moins facile à regarder peut-être, oui. Oui, mais en même temps ça a marché, oui. Et surtout votre personnage a évolué, il n'a jamais perdu ce côté fragile, et ça c'est le comédien qui a voulu donner un côté fragile à un personnage qui est un personnage qui ne devrait pas avoir de sentiments au départ. Non, mais vous savez, les racines. Alors... lui était slave. On connaît les racines slaves et puis l'influence que les Slaves ont sur les arts, sur la musique. On connaît aussi celle des Latins, que je suis, que nous sommes. Et c'est vrai que ce sont des racines qui, à mon avis, parlent tout le temps et qui vibrent beaucoup. Celle de Siskowski était une racine slave. Qui ne vibre pas de la même façon. C'est pas sur le même instrument qu'en effet une racine méditerranéenne que j'ai, mais ça vibre beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup ça. Je fais ça que pour ça.
Voilà, ça c'est vrai, mais surtout, vous êtes surtout devenu populaire avec cette série. Du jour au lendemain, ça a changé votre vie, Dominique Guillot. Oui, ça a permis d'avoir d'autres opportunités, bien sûr, et d'avoir d'autres chances, et que les choses se facilitent un petit peu. Oui, ça a changé la vie. Mais même dans la rue. Et puis même dans la rue, oui, bien sûr. C'est très agréable. On vous en parlait ? Beaucoup. C'était une grande fierté et je m'en félicite, une grande fierté pour mes parents. Et c'est une récompense merveilleuse pour si on peut commencer à faire déjà une sous-boucle, mais de la confiance qu'ils ont eue quand ils m'ont poussé même à partir à Paris pour travailler. C'était un dramatique à 16 ans et demi. Quelle récompense pour eux, j'y pensais tout le temps. Je ne me défais jamais de cette idée de reconnaissance envers mes parents dans ce que je fais. Il se trouve aussi que vous avez une particularité, c'est-à-dire que vous êtes aussi à l'aise à jouer les gentils ou les défenseurs de l'ordre à l'écran que les méchants, dans Louis la Brocante et autres séries, Dominique Guillot. Oui, c'est amusant, mais en fait... On dit, vous savez, c'est très... parce qu'on dit souvent les acteurs qui pleurent, c'est dur de pleurer, etc. Et souvent les acteurs de comédie disent, à raison, vous savez, c'est très très dur de faire rire aussi. C'est très impressionnant, on voit quelqu'un qui pleure, on dit, oh là là, les larmes coulent, etc. Et là, c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu le même principe, le gentil et le méchant. C'est facile de faire un méchant. Vous savez pourquoi? C'est écrit dans le texte, déjà. Oui. Si vous dites tout droit les mots qui sont écrits dans le texte, si je vous dis droit dans les yeux, j'ai envie de vous tuer, Jacques. Ça suffit, hein. Oui. C'est tout de suite très méchant, hein. Je vous ai pas dit je vous adore, Jacques, ça change tout, déjà. Donc c'est une chance, le texte, quand c'est bien écrit, le personnage qui existe déjà, qui est très 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 préfabriqué dans le travail qu'on a à faire. Et puis après, il faut s'amuser à faire quelque chose ça tient toujours de l'ordre du fantasme pour moi, je trouve, qu'on fantasmerait de voir, si on voulait voir ce méchant, comment j'aimerais le voir ce méchant, et puis on le fait. On essaye, du moins. Vous adorez jouer les méchants de temps en temps. Donc j'aime beaucoup jouer les méchants de temps en temps. Ça me déplace un petit peu, parce que j'ose dire que je ne fais pas partie des méchants. Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Alors, il se trouve qu'il y a la crime vous a offert une popularité qui a continué quand vous êtes arrivé dans Demain nous appartient, Dominique Guillot. Bien sûr. Alors ça, c'est une popularité encore différente et assez incroyable, dont je parlais avec une amie actrice qui rentre dans la série là, ces jours-ci, et je lui ai dit, tu vas vivre quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que le fait d'être dans un rôle qui est diffusé tous les jours, car c'est une série qu'on appelle série quotidienne, c'est diffusé tous les jours, aiguise encore plus l'intimité que le public ressent envers les personnages que nous jouons. Comme on passe tous les jours à l'antenne, on tourne ça dans le sud de la France à 7, il y a plus de secrets. Le public, beaucoup de fans sont là pour en direct nous voir. Je dis nous, c'est plutôt eux parce que je suis moins présent qu'eux. Mais c'est vrai que j'ai une vie de archi-vedette quand je suis à 7, c'est certain. Mais en même temps, vous êtes arrivé dans cette série, là aussi vous avez un peu hésité. Oui, c'est vrai que j'ai un tout petit peu hésité et je me souviens avoir fait avoir essayé de monter un accord avec la production de quelques jours de tournage par mois, pas plus, pas moins, pour que ce soit quand même intéressant, qu'il y ait un minimum d'espace pour pouvoir fabriquer quelque chose, mais pas plus non plus. Toujours cette angoisse peut-être d'être menotté, peut-être, oui. Voilà, vous êtes parti, vous êtes revenu. Exactement. J'ai une vraie liberté, et puis tant que... je les embête pas trop, ils me rappellent un petit peu, et donc ça a fait de ce rôle donc un personnage alternant sans la régularité que j'espérais, qui était utopique bien sûr, mais en tout cas ça revient à peu près au même. Je suis un petit peu là et j'ai beaucoup aussi de liberté. Oui, et liberté aussi de réaliser, car là aussi vous avez fait comme dans la crime quelques épisodes en réalisation. En effet, il y a une récidive. J'ai commis la même chose et c'est assez incroyable parce que dans la crime on se faisait cette réflexion que c'était déjà alors à l'époque, dans la crime, c'était vraiment tout simplement la première fois que ça se faisait. Aucun acteur, mais ça, je m'en souviens très très bien, de cette époque-là, un peu populaire que nous étions, n'était passé derrière la caméra d'une de ces séries très populaires. Et là encore sur Demain nous appartient, oui, c'est la première fois. On a eu deux actrices qui ont réalisé,
puis qui ont un autre parcours, qui vont revenir réaliser. Mais c'est vrai que moi, j'alterne les deux, et quelle chance. Oui, mais en même temps, le tournage est très différent, car autant on peut prendre son temps un peu sur la crime, autant Demain nous appartient, Dominique Guillot, ça va très vite. Oui, ça va très très vite. C'est la seule différence qu'il y a entre un tournage de quotidienne, et parce que techniquement, ça ressemble à un autre tournage. On a un très beau studio, enfin, en l'occurrence, sur une des équipes, l'équipe principale, qui tourne le plus de minutages par jour, un très beau studio, avec des décors magnifiques. C'était TF1, il y a un beau budget. Et pareillement, en technique, avec de très bons acteurs qui savent tous leurs textes, avec des très beaux costumes, des lumières. Je m'enferme dans ce studio et je tourne. Sauf qu'en effet, on tourne 10 minutes utiles par jour. Alors, je ne sais pas si ça parle beaucoup aux auditeurs, mais pour faire un film de budget correct, on tourne à peu près 1 minute, 2 minutes, 3 et encore minutes par jour, c'est-à-dire un jour de tournage représentera 2 minutes dans le film. Nous, c'est au moins 10, et ça peut arriver à 15 minutes. Ça veut dire que tout est fait, mais en accéléré. Il faut apprendre le texte. Il faut que les acteurs soient absolument prêts sur leur texte, et j'ajoute toujours, et je parle à mes comédiens pour cela, je leur rappelle à chaque fois que je passe, en plus de ça, d'apporter son talent. D'être conscient du talent qu'on a, de pourquoi on est là, de quel est le talent qui a fait que c'est nous qui jouons ce rôle-là, eux surtout parce qu'ils jouent vraiment tous les jours, donc on peut se lasser, hein, et on peut perdre quelques motivations nobles, ce que je peux comprendre aussi. Il faut quand même se raviver, parce qu'en effet, vous êtes à l'antenne, donc en tout cas, sous ma réalisation, je leur conseille de poser là leur talent, et qu'on s'occupe de le filmer. C'est la seule différence, c'est qu'on n'a pas plus de temps que ça pour en partager le plaisir. Qu'ils fassent leur travail, on fait le nôtre, et ça donne quelque chose de formidable. Parce que c'est pas mal du tout. Demain nous appartient, je vous assure, tourner si vite. Ah oui. Ah oui. Ben nous, on va vite passer au sujet suivant, qui est l'actualité, à travers la date du 3 décembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Guillot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dominique Guillot. On a parlé de votre parcours depuis vos débuts, de la crime de Demain nous appartient, qui vous ont rendu populaire. Au milieu de tout ça, il y a une actualité, puisque le 3 décembre 2024, à la Scala, a débuté Hedwig and the Angry Inch. Pardon pour la prononciation. Ça fait 2 fois, et c'est presque parfait. C'est The Angry Inch, parce que ça précède une voyelle. Vous vous souvenez des cours d'anglais? C'est très lointain, les cours d'anglais. Et on a déjà assez de mal à parler français, si en plus il fallait parler anglais. Allez, je suis bien d'accord avec vous. Alors, donc c'est une comédie musicale rock que vous avez découvert à Broadway et que vous importez en France, et qui est une comédie finalement très spéciale, qui est très ancienne, mais qui est dans l'actualité, Dominique Guillot. Oui, complètement, c'est fou. Elle a été créée en 98 en off Broadway, avec rien du tout, par John Cameron Mitchell et Stephen Trask, qui ont écrit respectivement le livret et la musique, et les paroles. Et qui ont créé ça, en effet, avec l'image et la production tout à fait adéquates au sujet, à savoir une chanteuse qui se retrouve... je peux en donner le sujet, ou vous voulez qu'on parle du sujet plus tard, qui est une chanteuse qui vient de l'Allemagne de l'Est, et qui, pour traverser le mur et se marier, elle a dû se marier avec un sergent américain, et donc elle s'est fait opérer pour traverser ce mur, pour rencontrer enfin la liberté par la voix de la chanson, du rock, etc. Si on peut en reparler un petit peu plus précisément après. Et elle a été un mauvais garçon à Berlin. Elle a été un mauvais garçon parce qu'elle rêvait surtout. Elle rêvait de liberté, donc elle était déjà désobéissante. Et puis il y a de quoi à Berlin-Est être un peu désobéissant, au moins dans ses rêves. C'est ce à quoi on assistait. Alors en effet, la musique a été le vecteur, l'instrument de sa voix pour la liberté, oui, vers la liberté. Et donc finalement, ce personnage découvre la musique, et il y a beaucoup de musique rock dans ce spectacle. Beaucoup de musique rock. En fait, cet enfant de Berlin-Est rêvait beaucoup de Iggy Pop, de Freddie Mercury. Ce sont des chansons qui parlaient évidemment de liberté, et qui parlaient surtout déjà du non-binaire, c'est-à-dire nous on l'exprime autrement de notre génération. Jacques, on l'a dit 1000 fois, notre vie, tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir, mais vraiment, tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. C'est ce que dit cette comédie musicale, qui ouvre toutes les nuances sur la pensée intérieure, la pensée personnelle, et aussi la pensée sur le collectif, enfin le regard qu'on a sur la vie. Alors, il se trouve que cette comédie musicale, elle date de 98, et qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour des phénomènes des transgenres, des changements de genre, etc., elle est d'actualité.
Il se trouve qu'elle est d'actualité. En effet, quand elle s'est créée en 98 dans ce petit format dont je parlais tout à l'heure, elle ne s'attendait pas à ce que, en fin de compte, ça colle tout de suite déjà à quelque chose que les gens ressentaient comme quelque chose qui allait venir, qui allait être un sujet. Et très vite, c'est devenu un film qu'a réalisé John Cameron Mitchell, qui était un film somptueux que j'invite vraiment à voir tous vos auditeurs. On peut trouver ce film et réalisé et joué, interprété par lui. Il joue un Hedwig extraordinaire. Il faut être un acteur merveilleux. Rien que pour cela, c'est merveilleux d'aller voir le spectacle à la Scala. Oui, pardon. Oui, mais c'est ça qui est important, parce que finalement, ce personnage, il est à la recherche de son premier amour, qui est une star du rock. Et c'est là où le rock intervient, Dominique Guillot. Oui, c'est absolument. Il a perdu aux États-Unis en femme et entre guillemets pour rien, car quelques mois après avoir fait cette opération, le mur de Berlin est tombé. C'est le côté fable, le récit, le conte de cette histoire. Cette histoire folk, tellement elle est belle, parce que c'est une très 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 belle histoire d'amour, malheureuse comme souvent elles le sont, mais c'est une histoire qui transporte tellement elle est romantique. Il a fait tout ça par romantisme, et il s'est même opéré pour traverser le mur, pour partir aux États-Unis, croyant que, geste inutile, abandonné sur place aux États-Unis, il se retrouve pauvre, femme, mais il se dit, il y a certainement une cohérence là-dedans. C'est qu'enfant, déjà, il rêvait de tout ça. Il rêvait certainement d'être un peu chanteuse de rock pour vivre la liberté sur scène. Oui, alors en même temps, ce qui est étonnant, c'est que cette comédie musicale est récompensée en 98 par 4 Tony Awards, c'est-à-dire l'équivalent des Césars ou des Molières, et que aujourd'hui seulement, on la découvre en France grâce à vous. Comment êtes-vous tombé là-dessus, Dominique Guillot? Alors, moi, je suis tombé sur le film vraiment en 2005, donc j'ai eu l'habitude de dire 18 ans, mais maintenant qu'elle a été montée il y a un an et demi à Avignon, ça doit être 19, mais j'ai mis 18 ans à la monter. Et comment est venue l'idée? J'ai vu le film, j'ai été transporté, vraiment transporté par et le sujet et la forme. J'ai adoré les musiques et je vous avoue que l'univers rock n'est pas exclusivement ni même pas grande partie de ce que j'écoutais habituellement, mais que ce rock-là m'a complètement, cristallisé sur des sentiments d'une telle précision. C'est piégeant, tellement c'est bien fait. C'est piégeant, tellement c'est beau. Alors en effet, quand on parle avec Stephen Trask et John Cameron Mitchell, ils ont des aspirations très précises, qui sont David Bowie, qui sont Queen, qui sont Mercury, qui sont... ce sont des inspirations aussi qui sont évidemment assez incontestées. Et ils ont sublimé ça en rajoutant un sentiment et une très 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 belle histoire. Oui, car c'est l'histoire de la musique d'une époque qui est dans cette histoire. Mais d'abord, il a fallu obtenir les droits, ce qui n'était pas simple, parce que les Américains sont très pointilleux sur le sujet, Dominique Guillot. Alors, c'était la deuxième fois que je m'attaquais, et je l'ai fait quasiment tout seul, et cette deuxième fois, surtout, que je m'attaquais à la demande de droit pour un Broadway show. Et ça... c'est pas n'importe quoi. Il a fallu bien 2 ans rien que pour ça. Au moins 2 ans de discussion, parce que les Américains ont un Broadway show, ça a beaucoup de valeur pour eux. Et en l'occurrence, ce qui fonctionne, et celui-ci a été vendu dans déjà pas mal de pays dans le monde, ils attendaient impatiemment la France. Oui, personne n'y avait pensé en France? Non. C'est bizarre. Je leur ai demandé, après avoir beaucoup sympathisé avec eux, à qui ils avaient refusé avant. Et à part à des compagnies amateurs qui l'ont monté, et par dizaines... par dizaines, comme quoi il y a une envie, il y a quelque chose qui bouge, et à chaque fois que ça s'est fait, des petits lieux évidemment, mais je me suis quand même renseigné, ces compagnies amateurs, à chaque fois on fait un bel événement, très bel événement, souvent complet, dithyrambique, donc il y avait quelque chose. Aucune production professionnelle n'y est allée pendant toutes ces années. C'est bizarre. Que moi qui allait frapper, et qui finalement ait réussi à trouver une production qui a eu confiance. Oui, c'est assez bizarre de la part des producteurs, peut-être parce que finalement, pour eux, la comédie musicale, c'est un grand spectacle avec 25 personnes sur scène. Alors, la différence, c'est qu'en effet, ils sont 6, parce que l'histoire raconte que c'est l'histoire. Le spectacle en lui-même, en une soirée, c'est vraiment, on assiste à un concert de cette
fille dont on parle, Hedwig, qui est devenue donc une chanteuse de rock américaine et qui, pour se débrouiller, fait des petits concerts de rock dans des endroits où elle peut. Elle se finit dans des fonds de restaurants chinois, elle fait vraiment des concerts vraiment très 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 miteux pour survivre. Et c'est à ça qu'on assiste. On assiste à un des concerts comme tous les soirs, le long de sa tournée. Et elle passe par la Scala. Sauf que, évidemment, tous les soirs, il se passe quelque chose. C'est la même chose tous les soirs, hein, bien sûr. C'est un vrai spectacle. C'est une vraie pièce de théâtre. Il se passe quelque chose qui casse complètement et son concert, et son parcours à elle, et le parcours de sa vie, l'envie de continuer, sa vision, tout ça en direct, en plein concert. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un immense travail et quelque chose de très original que personne n'avait encore exploité. C'est pas simple à mettre en scène, Dominique Guillot. Non, c'est pas simple à mettre en scène, en effet, parce que voir commencer un beau concert avec vous allez voir, l'image est très riche, en fait. Elle est très libérée, elle est très queer, parce qu'elle est très queer. La protagoniste principale qui est Hedwig, elle s'amuse avec les couleurs, elle s'amuse avec la joie, elle s'amuse avec la provocation, par l'image, par la forme. C'est très excitant visuellement. Oui, mais en même temps, c'est une comédie musicale qui date de 1998 et en 2024. Il faut l'adapter à l'ère du temps. Oui, absolument. Il se trouve qu'elle s'adapte toute seule. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'elle s'est adaptée. Elle a fait son autoréglage. C'est en effet en 98 qu'elle était certainement pas réglée, pas synchrone par rapport à la conjoncture. Encore moins ici en France. Parce que vous voyez bien, même après son succès à Broadway et dans le monde entier, elle n'est pas venue en France. C'est peut-être en effet c'est cette synchronicité qui s'est faite, je crois, toute seule, qui fait que ça se règle et que ça devient complètement adéquate à aujourd'hui. Et il ne fallait pas tomber non plus dans le piège des cabarets transformistes, que ce soit Madame Arthur ou Michou, Dominique Guillot. C'est pas du tout le cas, en effet. Et Dieu sait que je me suis beaucoup amusé à les voir, en effet, chez Michou, et je vois aujourd'hui encore beaucoup de spectacles de drague autour de nous. Les spectacles drague montent, et alors, quel talent, hein, tout ce qu'ils font. Je suis complètement épaté à chaque fois comme un enfant. Mais c'est vrai que Hedwig and the Grinch c'est pas ça. Ça veut pas dire que c'est mieux, hein. Entendons-nous bien. Hedwig and the Grinch est vraiment c'est quasiment une pièce de théâtre. C'est presque un opéra, tellement l'histoire est forte et tellement on en ressort bouleversé, transporté. Et le fait qu'elle soit opérée un peu malgré elle, mais amoureuse de sa destinée malgré ses incidents, ou peut-être aussi grâce à ces incidents, elle décide d'épouser en effet ce parcours si atypique. Elle décide de le pousser plus loin. Et c'est pour ça que le spectacle, il est too much. Beaucoup, parce qu'elle est too much, parce que pour supporter sa souffrance d'origine, elle donne un cadeau tous les soirs qui est un concert explosif et généreux. Oui, et en même temps, il y en a qui vous diront, oui, vous exploitez l'air du temps avec le transgenre. Pas du tout, ça n'a rien à voir, Dominique Guillot. Pas du tout, tellement pas du tout, tellement pas. Vraiment, je suis tombé amoureux une fois de plus de cette histoire, et je dis bien histoire une fois de plus, et c'est pourquoi j'invite les spectateurs à venir le voir comme une très 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 grande pièce de théâtre. Je suis tombé amoureux de cette histoire-là, on n'était pas du tout dans ce sujet-là, c'était en 2005, et je ne me félicite absolument pas qu'elle tombe en ce moment parce qu'on en parle. Vraiment pas. Non. Il fallait en tout cas trouver le comédien idéal, Dominique Guillot, et vous avez trouvé Brice Alléré qui venait, lui, du classique. Ah oui, c'est un vrai grand comédien, et entre autres de classique et aussi de théâtre moderne, mais j'entends quand vous dites classique, c'est de théâtre, purement de théâtre, et vous avez raison. Brice est un acteur très rare que j'aime beaucoup, et avec qui j'avais déjà travaillé, que j'avais fait tourner dans un de mes films sur M6 il y a quelques années, à qui j'avais promis qu'il se passerait de grandes choses entre nous. Quand on m'avait proposé en casting, j'ai dit « Oh, mais je veux ce garçon-là, et en plus je veux le rencontrer depuis longtemps, j'adore cet acteur. » Et le premier jour de tournage, je suis allé le voir, et je lui ai dit « On va faire cette série tous les deux, mais on va faire de grandes choses un jour. » Alors c'est vieux, ça fait peut-être 20 ans. Et là, on a fait une grande chose tous les deux. Hedwig and the Grinch est pour moi certainement le spectacle
où j'ai eu le plus où j'ai eu le plus de plaisir, ou le plus c'est plus que du plaisir, c'est un accomplissement total de mon métier de metteur en scène, de visionnaire, d'inventeur. Et Brice Hilleret, qui a joué quasi 200 pièces et les plus beaux rôles, me dit que c'est certainement son plus beau rôle. Alors, vous êtes à la Scala jusqu'à début janvier, Oui. mais ce n'est que le début de l'aventure de Dominique Oui. Guillot. Oui, Parce qu'un spectacle comme ça, quand on met des années à préparer, c'est pas pour un mois. J'espère bien. Si vous croyez en cette justice, bon, on va dire, j'espère aussi. Ça part en tout cas en tournée. Ensuite, de janvier à mai, mais peut-être que vous avez des infos là-dessus. Non, pas encore. Moi non plus. En tout cas, je sais que ça part pas précise à vous donner, mais en tout cas, très précisément, elles sont programmées. Il n'y a plus qu'à aller chercher les dates de tournée autour de chez vous, Delving and Grinch. Il y a pas mal de dates entre janvier et mai. Et en attendant à la Scala, quand vous voyez le parcours que vous avez accompli, vous en revenez, vous êtes surpris, Dominique Guillot? Oui, je suis surpris. Parce que de toute façon, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et honnêtement, je sais plus vraiment ce à quoi je m'attendais non plus. Mais je suis quand même surpris, oui. Bon, en tout cas, continuez comme ça. La Scala, donc, à Paris jusqu'au début de l'année, tous les soirs. Et puis, une tournée ensuite. Et puis d'autres aventures, car vous n'allez pas en rester là. Non, je l'espère pas. Eh ben, Non, je le l'espère souhaite pas. aussi. Et vous reviendrez en parler dans Les Clés d'une Vie. Merci beaucoup, Jacques. C'est un plaisir. Et réciproquement, merci Dominique Guillot. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.